Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 366 du podcast Jean Actu. Alors, Mathieu, très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut à tous. On est en tête à tête, Raphaël, t'as vu cette semaine encore une fois. C'est la deuxième fois en 3 semaines, je crois. Qu'on ouais, il y a une session dans la rédaction là. ouais, on nous laisse. Hop là, excusez-moi, il y a un petit jingle qui est parti dans la foulée. Oui, on est seul. Bah, écoute, en plus c'est ambiance intime. On est au mois d'octobre, l'automne arrive. On est toujours en visioconférence, mais on sent que la luminosité baisse derrière nous. Moi, je suis quasiment à la bougie. Donc, on est plutôt en mode intime pour ce débrief de la semaine 4. Raphaël, on va parler notamment des Browns. Sont-ils enfin une équipe solide? Ce sera la question principale de ce débrief. La surprise Panthers, la montée en puissance des Buccaneers également. Vous avez l'habitude maintenant, on débrief toute la semaine avec nos tops et nos flops en prime. Mais cette semaine, il y a de la breaking news. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. La breaking news de la journée, puisqu'elle est tombée moins de 24 heures avant notre enregistrement, c'est le licenciement de Bill O'Brien, qui est donc le premier coach à sauter cette saison, le coach des Houston Texans, bien évidemment. Bill O'Brien qui part, alors je n'ai plus les yeux, j'essaie de retrouver désespérément les stats, voilà, qui m'échappaient, de son départ. Il part avec un bilan positif en saison régulière, c'est quand même une des originalités, parce que c'est quand même pas toujours le cas, loin de là, pour les coachs virés. 4 participations en play-off, 4 titres de division, 52 victoires, 48 défaites en saison régulière. Voilà, je cherchais la stat pour Bill O'Brien. Donc il part avec un bilan qui est finalement beaucoup plus solide que sa réputation, je trouve, au moment où il parle. Est-ce que c'est pas plus Bill O'Brien, le GM, que Bill O'Brien, le coach, qu'on vient? Si, je pense qu'effectivement, il y a quand même un peu de ça. La gestion globale de l'équipe avec ce trade de DeAndre Hopkins, les Texans qui, pour la prochaine draft, n'ont pas de choix dans les 2 premiers tours, la plus grosse masse salariale de la ligue, alors que l'effectif est rempli de trous. Enfin, on voit dans les faits que l'effectif a des trous. Donc tout ça, toute cette gestion mise bout à bout, fait qu'effectivement... le proprio des Texans a, à mon avis, plus eu de problèmes à accepter le Bill O'Brien et a voulu liquider le Bill O'Brien GM que le coach. Parce que le coach n'est pas un grand coach, mais disons que les Texans sont à minima corrects chaque saison. Après, là, tu as un début de saison difficile, mais en même temps, c'est pas le calendrier le plus simple de la ligue pour commencer, sincèrement. Après, ce qui est dingue, je suis désolé, je t'ai coupé, mais après, ce qui est dingue, c'est que t'as l'impression que Bill O'Brien, le coach, était correct et que Bill O'Brien, le GM, a sapé son équipe. Ouais. Tu vois, parce que on parle d'une équipe qui avait à un moment quand même des mecs comme Jadeveon Clowney, Tyrann Mathieu en défense pour aider JJ Watt qui semble un peu tout seul maintenant. Alors il n'y a jamais vraiment eu de ligne offensive. Le jeu au sol, c'est pareil, il était déjà en voie d'extinction quand il est arrivé. Mais il n'y a eu aucun progrès du coup sur rien. Tout est allé vers le fond, les choix de draft ont été mauvais en plus, donc t'as vraiment, moi j'ai vraiment cette impression que le coach en fait aurait pu être correct s'il avait eu un GM à la hauteur qui lui fournissait un effectif un peu qualitatif, qui faisait des améliorations, etc. Et que c'est vraiment ce truc du pouvoir. Je vois pas un problème à la Matt Patricia ou à la Adam Gase, tu vois, où le mec est vraiment en roue libre aux commandes de l'équipe tactiquement. Ouais, non mais je te rejoins. Ce qui est d'ailleurs, ce qui je trouve est, en suivant ce point-là, je trouve que du coup le licencier en semaine 4, ça reste un peu étrange parce que dans le sens où un GM là n'a pas les moyens de faire quelque chose pour l'équipe pour la rattraper comme ça en cours de saison. Je vois pas très bien. Enfin, même si la trade deadline elle est pas encore. Enfin, non, il y a du temps encore. Ouais, il reste encore un peu de temps, mais
grosso modo, c'est quand même compliqué de rattraper l'effectif comme ça après 4 journées dans le contexte actuel. Donc, de toute manière, au bout de 4 matchs, je vois pas très bien ce qui pouvait être repris, enfin, ce qui peut être fait de mieux. Donc, c'est pour ça que je suis étonné qu'il aille pas jusqu'au bout de la saison. Sauf si dans le vestiaire ça a explosé, qu'on ne sait pas encore. Et voilà. C'est ça. Je pense que là, je vois pas non plus d'autres explications parce que, comme tu le dis, ça a pas vraiment de sens. Encore une fois, de par le bilan, de par le fait que c'est quand même une équipe qui sort d'une saison de play-off. Enfin, et de par quand tu regardes sur le terrain, les 4 défaites, oui, c'est 4 défaites, mais là, contre les Texans, ils sont pas humiliés. Enfin, contre les Vikings, ils se font pas particulièrement humiliés. Là, ils perdent contre les Ravens, les Chiefs, les Steelers. Bon, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes dans cette ligue, s'ils avaient commencé par ce calendrier-là, qui seraient aussi à 0-4, tu vois. Enfin... Bah, ouais, c'est ça. Et encore une fois, enfin, tu vois, il avait quand même un matelas. On savait que ça allait être une saison bizarre. Par exemple, si on devait parier sur le premier coach viré, on n'aurait pas dit O'Brien. Il avait quand même un matelas avec 4 titres de division, des participations en playoff, que non pas des Adam Gase, des Matt Patricia, des Dan Quinn qui sont toujours là. Hein. Donc oui, j'aurais pas pensé que c'était le premier à sauter comme ça dans la nuit du lundi au mardi. Ils sont en semaine, non, ils sont même pas en semaine de repos en plus. Non, je crois pas, non. Parce que d'habitude, bon, à la limite, tu peux l'expliquer par il y a une semaine de repos qui laisse un peu plus de temps à l'intérimaire de se mettre dans les chaussures du truc. Mais donc là, d'ailleurs, on rappelle, c'est Romeo Crennel, 73 ans, qui devient le plus vieux coach de l'histoire de la NFL, qui prend les commandes des Texans. Il joue pourquoi d'ailleurs, du coup, maintenant ? Parce que il n'y a pas grand monde à développer. Ouais, c'est une saison un peu. Il joue pourquoi il joue peut-être pour. Faut s'accrocher quand même, hein. Techniquement. Oui. La 7ème place pour les playoffs, elle est pas non plus hors de portée à l'heure actuelle, hein, techniquement. C'est compliqué à 0-4. Hein. On n'a jamais. Après, on n'a jamais vu personne se qualifier, mais en même temps, il n'y avait pas cette équipe avant en playoff. C'est donc, ça, je veux dire, ça fausse un peu cette année. Ça va changer les stats forcément à un moment ou un autre, mais. Bon, faut s'accrocher, je sais pas. Parce que j'ai dit qu'il y avait personne à développer, je l'ai écrit un peu sur le site cet après-midi. En semaine 3, ils n'ont pas un seul rookie qui a joué de snap offensif ou défensif. C'est pareil, c'est une rareté quand tu vois le nombre de choix de draft par équipe, etc. Ils draftaient vraiment pas bien en plus ces dernières années. Hein. Le dernier Pro Bowler qu'ils ont drafté, c'était Deshaun Watson en 2017, et avant c'est Bernardrick McKinney en 2015, qui a été une fois Pro Bowler, quoi. Donc c'est pas non plus. C'est sûr que c'est compliqué. Hein. Donc voilà, et après il faut remonter à 2014, c'est déjà Devon Clooney, quoi, qui était numéro 1 de la draft. Donc c'est vraiment une situation compliquée. Encore une fois, je vous réfère, il y a un papier avec tous les détails sur le site. Tu le disais en plus, pas de choix du premier tour en 2020, pas de choix du premier tour et du deuxième tour en 2021. Enfin, c'est un truc. Il les a laissés dans un état. Ouais, c'est pas facile. Hein. Le prochain va avoir du taf. Le seul avantage pour le prochain GM, c'est qu'au moins il y a un quarterback établi. C'est ça. Il y a que ça. Au moins, bon. Mais il y a ça. Voilà. Au moins, tu démarres avec ça. En fait. T'arrives dans une franchise qui viendrait quasiment d'avoir le numéro 1 de la draft et t'as un quarterback, un franchise quarterback. Sauf que t'es sûr qu'il est bon. C'est à l'inverse de certains numéros 1. Oui, non, c'est l'avantage. Voilà. Mais oui, il faut reconstruire la ligne, il faut reconstruire le jeu au sol, il faut lui retrouver un receveur numéro 1. Et alors, pour le coup, nous, on n'est pas les plus grands, j'ai envie de dire un peu excessivement, on n'est pas les ayatollahs de la draft, mais reconstruire une équipe sans choix de draft, par contre, ça devient vraiment compliqué. Ça devient, surtout quand t'as déjà explosé le salary cap avec des joueurs moyens, là ça devient un peu problématique, c'est clairement. Bon, en tout cas, bon courage à Romeo Crennel qui reprend tout ça en main et à celui qui lui succédera pendant l'intersaison. J'ai lu, alors je sais plus quel site relayait la rumeur qui est à mon sens ultra prématuré parce qu'il va finir la saison, mais évidemment, en tout cas, évidemment vous entendrez le nom de Josh McDaniels mentionné puisque Bill O'Brien laisse derrière lui Jack Easterby, je sais pas comment on dit. C'est pas l'ancien pasteur, ça ? Voilà, l'ancien pasteur des Patriots qui a l'air d'avoir pris une place folle dans l'organigramme des Texans, j'allais dire par l'opération du Saint-Esprit du coup. Visiblement. Voilà, donc peut-être, apparemment il serait proche de McDaniels. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut pour l'instant. On est très très loin dans la rumeur, surtout connaissant les atermoiements de Josh McDaniels. Là, d'ici à janvier-février ou quand la saison se terminera. A priori, il y a un peu le temps. On va partir sur le débrief des matchs. Petit avertissement quand même avant ce premier jingle. Quand même, il faut que je fasse un petit warning. Alors, il faut vous le dire, il y a quelques années, on a commencé le podcast en 2011, on était un peu insouciants. On avait envoyé un mail à la SACEM en disant dites, on fait quoi avec les musiques et tout ça ? Et ils nous avaient dit c'est quoi un podcast ? On sait pas trop. Là, on est en 2020. Et la SACEM a entendu parler des podcasts. Ils ont dit quoi, il y a du pognon ? Ah bon, bah en fait, on va venir.
Et du coup, on peut plus vraiment utiliser des musiques avec des droits d'auteur dessus. Donc, ce qu'on respecte totalement, évidemment, les auteurs doivent être payés. Mais comme ça fait pas, c'est pas budgétable pour nous, on va passer sur des musiques libres de droit. Donc, on vous présente. Alors, libre de droit à partir de la semaine prochaine. Et là, on commence quand même. On s'est dit, on va se faire plaisir avec des musiques qui sont dans le domaine public. Parce qu'il y a aussi ça. Même si on m'a dit qu'a priori, sur les interprétations, tu peux te faire gauler aussi. Mais bon, on part sur de la musique du domaine public. Donc, appréciez le nouveau TDA qui se lance dans le classique. Mayfield on a fake, flip to Beckham, and he gets away. Now Beckham has room to run. Odell Beckham cuts back. Odell Beckham Jr. all the way. Touchdown, Cleveland. Vous écoutiez le boléro de Maurice Ravel, interprété en si mineur par... J'ai toujours rêvé de... Tu sais, parler calmement comme les gens de radio classique. Et qui connaissent toujours, tu sais, la déclinaison et les notes et tout. Très très fort. Bon voilà, ça donne un côté épique. Hein. Ouais, ah bah carrément. Ça va pas mal hein, avec les actions criées comme ça et tout, ça marche. Bah ouais, on remercie donc Maurice Ravel qui est tombé dans le domaine public en 2016. Juste à temps pour nous. Cowboys 38, Browns 49, 154 yards pour Odell Beckham qu'on vient d'entendre, 81 à la réception, 73 au sol et 3 touchdowns au total. Et surtout, Cleveland a gagné 307 yards au sol, et seulement au sol, 31 points à la mi-temps pour eux. Est-ce que les Browns sont une équipe maintenant sur laquelle il faut compter à 3 victoires, 1 défaite ? On va faire un truc simple. Raphaël, 3 victoires, 1 défaite, les stats que je viens de te donner, et on oublie qu'ils s'appellent les Cleveland Browns. Est-ce que c'est une équipe sur laquelle on peut compter et sur laquelle dont il faut avoir peur ? En tout cas, c'est une équipe forcément intéressante parce que s'imposer comme ça sur le jeu au sol, tout le monde ne le fait pas dans la ligue. Alors, ils ont l'air d'avoir un peu copié la recette, même si elle n'est pas tout à fait identique, la recette des Ravens, hein. En tout cas de l'an dernier, et même encore d'ailleurs un peu de cette année, sans aucun doute. J'ai du mal à détacher Cleveland, donc je ne sais pas encore si on peut compter sur eux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu ils se sont bien repris après la première déconvenue face à Baltimore. On les a peut-être aussi un peu trop jetés rapidement, alors que c'était qu'un premier match de saison sans pré-saison contre les Ravens. On a peut-être été un poil trop dur avec eux là-dessus, mais à coup pas forcément. Même si on n'en est qu'à 4 matchs et que la tendance peut à nouveau s'inverser, mais... y a du bon taf et je pense que le point principal pour moi c'est même le taf qui a été fait sur la ligne offensive en fait, parce que quand t'as là je regardais donc D'Ernest Johnson qui a 7.3 de moyenne par course, Nick Chubb à 7.2, Kareem Hunt à 6.5, Odell Beckham qui fait même une course de 23 yards, une course de 50, un petit 36,5 de moyenne pour Odell Beckham au sol. Quand t'en es à ce niveau-là, c'est pas que tes coureurs, c'est les mecs devant qui leur ouvrent des brèches et qui créent ça aussi. Donc faut rendre hommage au taf qui a été fait sur la ligne offensive parce que ça paye et ça permet quand même à Baker Mayfield d'être en gestion totale et de se reposer sur un jeu au sol conséquent. Ouais. Mais ils sont à donc 40 courses, 307 yards, ça fait 7,7 yards de moyenne par course. Ouais, donc c'est vraiment monstrueux. Ouais. Moi, cette base, elle me plaît terriblement. Tu l'as dit, la ligne est très très bonne. Et c'est vraiment la recette des équipes qui marchent au moins en saison régulière, on va dire ces dernières années, parce que Baltimore, ça s'est pas concrétisé. Mais il y a des équipes comme ça, Dallas d'ailleurs, il y a quelques années, qui marchaient sur la ligue avec sa ligne offensive. Et là, ce que je trouve top, c'est qu'en fait, Baker Mayfield est enfin dans les conditions qu'aurait dû être celles d'un rookie. C'est-à-dire que il avait un peu flambé sur ses premiers matchs, et du coup, il y avait tout de suite eu un truc de Baker Mayfield doit mener cette équipe, Baker Mayfield, etc. Alors que finalement, c'est quand même rarissime qu'un rookie ou un deuxième année porte tout de suite, tu vois, son équipe. Tom Brady le faisait pas, il avait une grosse défense et un jeu au sol. Peyton Manning a eu des ratés pendant sa première année. Je veux dire, même Manning l'a fait rapidement, mais c'était une exception. Mahomes le fait alors qu'il a eu une année blanche avant, il n'était pas tout de suite là aussi. Et donc là, pour moi, il se retrouve dans les conditions qui étaient idéales pour qu'il puisse vraiment prendre la main, progresser et devenir fort, il a un gros jeu au sol, il a une défense opportuniste, il a une bonne ligne, et il a juste à lancer 30 passes
c'est fourchette haute, voilà, 19 sur 30, 165 yards, 2 touchdowns, 0 interception. On lui demande juste d'être propre en fait. Et ça, c'est idéal pour un mec qui veut qui veut progresser. Ouais, d'être propre. Et puis de toute façon, ça se voit même dans le playbook. C'est quand même moins risqué que ce qu'on lui demandait de faire aussi en année rookie. Il y a quand même beaucoup plus de passes intermédiaires et courtes. Il a quand même là une moyenne de 5,5 yards par lancé, ce qui est franchement très moyen. Hein. Je veux dire, c'est vraiment du petit jeu court, tout ça, mais il est à l'aise dedans, c'est bien dessiné. T'as un Odell Beckham qui a l'air de vouloir rejouer au football enfin. Ouais. Et ça fait un peu la différence parce qu'on le savait, hein, le gars a du talent. Je veux dire, quand il est concentré sur le terrain, il a quand même de l'or dans les mains. Donc voilà, mais non, c'est tout en train de bien se dégoupiller, on va dire. Ou goupiller plutôt, bref. tout fonctionne bien du côté de Cleveland pour le moment. 3 semaines de suite, donc à suivre de très près, ouais. Il y a un truc qui est peut-être symbolique aussi d'une franchise qui a toujours été quand même un grand chantier où ça partait dans tous les sens. Ils sont numéro 1 sur les turnovers, ils ont un ratio de plus 6 avec 10 ballons volés, ils sont numéro 1 en NFL et ça aussi c'est quand même un énorme changement. Ouais, dans le symbole, je trouve que c'est énorme de voir Cleveland qui est l'équipe la plus opportuniste, alors pas la plus propre au niveau des ballons perdus, mais la plus opportuniste et qui a le meilleur ratio. Tu nous aurais dit ça au début de l'année. Tu vois, je suis ouais, c'est vrai. Ouais, on y aurait pas sûr qu'on aurait parié sur les Browns à un plus 6 de différentiel et 10 ballons volés, quoi. Non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, les ballons volés, c'est aussi un autre signe. Leur défense prend des yards, mais elle est plutôt dans un style qui plie mais qui rompt pas et qui arrive à gratter des ballons. Myles Garrett est à 3 matchs de suite avec un sac où il provoque un fumble. Ouais, il est sur sa lancée avant son coup de casque de l'an dernier où il était déjà sur un très haut niveau. Pas surpris, hein, vu la marge de progression du bonhomme depuis son entrée dans la ligue, on sentait que c'était un des tout meilleurs en potentiel, donc il le confirme, il est clutch. Et comme tu dis, moi c'est un peu mon style de défense préféré, accepter de prendre des yards mais être capable de créer le turnover. Alors c'est pas facile non plus parce que des fois c'est toujours un peu de chance aussi, le cuir tombe dans tes mains plutôt qu'ailleurs, il y a toujours un poil de chance, mais les Chiefs l'an dernier, ils gagnent avec une défense agressive, hein. Ils prennent des yards et c'est en créant des turnovers qui font la différence. C'est de plus en plus rare les défenses complètement capables d'éteindre l'adversaire au point de... Ah bah oui, cette année, oui, surtout là. Ouais. Mais bon. je suis d'accord avec toi, et juste pour le mentionner, il y a aussi Denzel Ward du coup qui signe l'interception décisive, et c'est là où on en revient. Tiens, d'ailleurs c'est un parallèle un peu avec ce qu'on disait avec Houston qui draftait mal. Pour les Browns, quand même, tout tombe bien. C'est-à-dire que Ward, c'est un mec qu'ils ont pris haut. Miles Garrett, c'est un mec qu'ils ont pris haut. Baker Mayfield aussi. Nick Chubb, c'est un mec qu'ils ont sélectionné. Enfin, ils ont quand même rapporté beaucoup de qualité ces dernières années sur la draft et ça commence à prendre et à payer, quoi. Ouais, et tant mieux pour eux parce que ça, c'est vraiment des choix de 2-3 années. Parce que si tu remontes à 4-5 ans, par contre, t'avais enchaîné les Justin Gilbert, donc ils ont su au bon moment faire les bons choix, et tant mieux d'ailleurs que ça coïncide avec leur quarterback rookie, hein, que tous ces choix coïncident au moment peut-être où ils sont le plus près. Donc il y a un bon travail qui est fait, un plus ou moins bon travail qui est fait en interne. On l'avait dit aussi en intersaison, la signature d'un Jake Conklin, ça se voit tout de suite sur la ligne offensive pour le jeu de course notamment. Je pense qu'il n'y a quand même pas de hasard que son arrivée permet de bonifier totalement le jeu de course. Non, c'était moins flashy qu'il y a 2 ans, mais ça porte ses fruits. Trent Richardson et Brandon Whedon, on pense à vous pour les bons choix de draft. Un dernier mot sur eux avant de passer à Dallas, mais le vrai test, justement, est-ce qu'il n'arrive pas dans les semaines à venir pour ce système, si je peux me permettre le mot, puisque Nick Chubb est blessé pour plusieurs semaines. Il a une entorse du genou, si je dis pas de bêtises, je m'embrouille un peu là dans les blessures qu'il y a eu. Voilà. Le test, ça va être de voir justement si ce jeu au sol de l'enfer, il continue avec Kareem Hunt et Ernest. J'adore son prénom, du coup j'ai oublié son nom. Mais Ernest, c'est bien. Johnson. Ouais, merci. Bon voilà, Johnson, j'aurais pu le dire au hasard en plus. J'aurais dû tenter Johnson ou Smith quand je sais pas. Mais ouais, non, effectivement, on va déjà voir ce que la perte de Nick Chubb, parce que c'est toujours pareil, c'est un peu plus facile pour certains coureurs de faire des belles portées quand ils sont deuxième option, troisième option, qui ne sont pas surutilisés. Donc faut voir si en insistant sur le côté comité, ça va permettre aux Browns de continuer. Moi, j'ai envie de croire que tant que cette ligne offensive domine, je pense que ça peut tenir. Hein, donc, j'ai hâte de voir. Ouais.
Ça peut être pas mal. Dallas a encore attaqué à tout va dans les airs. Ils ont été distancés quand même. Ils sont revenus sur la fin de match, mais ils ont été distancés. Il y a encore des ballons perdus. Il y a encore une défense atroce. Ouais. Est-ce que tout est de la faute de la défense ? Ils sont 30e de la ligue sur les yards autorisés. Pour moi, oui. Sincèrement, à ce niveau-là, pour moi, c'est la défense qui vraiment les met dedans. À partir du moment où tu t'encaisses plus de 7 yards par course, que tu te fais trouer dans les airs, au sol, que tu crées pas de pression, il y a un moment, ça devient irrattrapable. Pour moi, clairement, le problème, c'est la défense. Alors, clairement, c'est atroce. Il y a des blessés, il y a des manques. On l'a déjà dit plein de fois depuis le début de l'année. Aldon Smith est leur meilleur joueur, alors qu'il revient après 50 trous. Dak Prescott est à 502 yards dans les airs. Il est à plus de 450 yards sur 3 matchs de suite. Ouais. J'ai dit un peu maladroitement dans mes leçons de la semaine qu'ils ont perdu leur identité offensive. Je suis pas imperméable au fait de dire des âneries. Est-ce que j'ai dit une ânerie ou pas ? Parce que, si tu veux, pour moi, c'est un tout. Je trouve ça bien de mettre 500 yards par match, mais c'est un jeu d'équipe. Et si ta défense est incapable de quoi que ce soit, est-ce que c'est judicieux d'attaquer à 1000 à l'heure et de les remettre sur le terrain toutes les 3 minutes ? Je sais pas, parce qu'en même temps, ils attaquent à 1000 à l'heure parce que tu as une ligne offensive qui est en grande difficulté, donc qui laisse pas le temps qui aide pas sur le sol, qui laisse pas le temps à Prescott particulièrement. T'es obligé de jouer vite. En plus, avec le trio de receveurs qu'ils ont, je comprends aussi la volonté de faire exploser, d'exploser les défenses adverses avec. Donc, moi, je suis pas choqué par le choix offensif de Dallas, et je pense que vraiment le fait que la ligne offensive, sans sa paire de tackles titulaires, avec un Zach Martin qui est peut-être un peu en baisse en termes de niveau, je suis pas surpris qu'il y ait ce choix-là de mettre plus de responsabilités dans les mains de Dak Prescott et d'aller très vite. Après, mon propos, c'était de dire que c'était aussi quand même un choix réfléchi depuis plusieurs mois. C'est-à-dire qu'ils prennent un receveur de plus à la draft, alors qu'à une époque, ils auraient peut-être pris un lineman de plus, tu vois, pour c'est une orientation leur choisie. Je suis d'accord, c'est une orientation choisie, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est malgré tout une orientation qui va dans le bon sens de la ligue à l'heure actuelle, de multiplier les cibles, de se rapprocher, toute proportion gardée, d'un modèle un peu Chiefs, quoi, avec 4-5 grosses cibles capables de faire exploser n'importe qui par la vitesse. Donc, moi, je comprends le choix, je le valide même plutôt. Après, le problème, c'est qu'à partir du moment où ta défense, pour moi, c'est la défense, le nerf de la guerre. Non, mais encore une fois, je demande l'avis parce que j'écris ce papier tout seul après peu d'heures de sommeil, donc il se peut que... Il y a des semaines où je suis moins inspiré que d'autres, j'en vois pas ça. J'aurais pas dû titrer sur Dallas. Je pense que c'est là déjà mon erreur. J'aurais pas dû mettre ça en une. Je pense que clairement, je m'en suis assez vite rendu compte. Il y a un moment où, tu vois, genre une fois que le papier est en ligne, tu fais cette semaine, j'étais pas ouf. Ça arrive, c'est le jeu. Panthers 31, Cardinals 21, c'est la surprise de la semaine. Les Cardinals tombent pour la deuxième fois de suite. On attendait une équipe avec un jeune coach et une attaque dynamique. Finalement, c'est Carolina qui a répondu à l'appel. Ils ont donné tort à notre pessimisme de début de saison. C'est pour ça notamment que tu avais proposé de le mettre dans les affiches de la semaine. La question maintenant, c'est de savoir si ça peut durer. Ouais, effectivement, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais il faut leur reconnaître que il y a 2 semaines, ils perdent Christian McCaffrey, qui était le moteur depuis 2 ans de cette attaque, qui était au four et au moulin, qui faisait absolument tout. 2 semaines après cette perte, ils sont à 2 victoires. Je trouve que Bridgewater prend un peu plus de risques. Sa moyenne de yards par passe augmente. Il fait des lancers un peu plus longs. T'as un Mike Davis qui comble un peu le trou. Par exemple, il y a 2 semaines, ils battent les Chargers, mais en étant catastrophiques dans la red zone. Là, cette semaine, ils font un 4/4 dans la red zone. Voilà, je trouve qu'ils progressent même en défense, en attaque. Il y a des signes de progrès semaine après semaine dans tous les secteurs de jeu. Donc, obligé de reconnaître, on était sceptique là-dessus, sur l'effectif, en tout cas, c'est bien tenu. Les joueurs ont l'air de suivre bien les consignes. Je les ai trouvés aussi globalement plutôt propres, pas trop de pénalités, pas trop de... ça va dans le bon sens, ouais, clairement. Alors, ça tiendra, moi, je reste persuadé que ça va tenir jusqu'à 6-7 victoires, que ça va pas aller non plus à un niveau incroyable. Mais c'est déjà plus que ce que je pensais à titre personnel, donc... on était dans le même bateau. Moi, j'avoue que je les voyais pas très bien. Après, ils ont prouvé que ça sert à rien de sélectionner un coureur au premier tour quand t'as un bon plan de jeu. Parce que, comme tu l'as dit, ils ont bien distribué, ils tirent bien le meilleur d'un Teddy Bridgewater
qui me semblent toujours limités par rapport aux meilleurs, mais qu'ils utilisent bien. Et il y a une domination totale sur le match. Il y a 37 minutes de possession à 22, 444 yards à 262. Pour le coup, par contre, les Cardinals prennent un vrai bouillon, eux qui étaient une vraie hype de l'intersaison, avec une drôle de feuille de stats pour Kyler Murray, 24 sur 31 pour 133 yards seulement et 3 touchdowns. Donc beaucoup de passes, très peu de yards. Il y a beaucoup de pression en face, d'ailleurs il faut saluer ça peut-être aussi pour Carolina, c'est qu'il y a eu réveil pour Brian Burns, Yetur Gross-Matos et Derrick Brown. Mais Arizona était quand même censé déborder tout ça, et surtout s'ils ont les ambitions qu'ils étaient censés avoir. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que c'est un peu... en attaque, c'est pas au niveau attendu du côté des Cardinals. À mon sens, il y a plusieurs infos, enfin plusieurs niveaux d'analyse. T'as déjà un jeu au sol qui marche moins bien qu'en fin de saison dernière, un Kenyan Drake qui quand même disparaît un peu derrière sa ligne offensive, qui est beaucoup moins bien utilisé, ou lui en tout cas n'arrive pas à confirmer sa belle fin de saison de l'an dernier. T'as un DeAndre Hopkins qui je trouve est peut-être un peu utilisé, pas timidement parce qu'il enchaîne les réceptions par match, mais beaucoup moins utilisé en profondeur, beaucoup plus sur des screen pass, et je trouve ça un poil dommage parce que quand t'as DeAndre Hopkins, à mon sens, faut aussi jouer dans la profondeur, utiliser sa vitesse, ses mains sûres, sa capacité à gagner des réceptions contestées. Donc voilà, peut-être que le plan de jeu est peut-être encore un peu trop forcé. Ouais, le plan de jeu est peut-être encore un peu timide. Enfin, comme tu l'as dit, 24 passes et 133 yards pour Kyler Murray. Enfin, c'est vraiment de la petite passe courte. Ouais, c'est peut-être un peu timide en attaque. Et en défense, malheureusement, on retrouve un peu le problème de zéro pass rush quand Chandler Jones n'en met pas. Derrière, c'est quand même très très compliqué. Hein. Bah, c'est ça. Là, je pense que sur la défense, tu as tout résumé. Et je te rejoins, il y a un point que je trouve que tu as soulevé, que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en effet, ils sont peut-être plus dépendants de leur jeu au sol qu'on ne voulait le faire croire en parlant énormément de DeAndre Hopkins, Kyler Murray, Larry Fitzgerald, Christian Kirk. Enfin, il y avait des cibles dans tous les sens. Mais fallait pas oublier en effet qu'ils avaient aussi décollé par un très bon jeu au sol en fin de saison dernière. Et que là, quand il est absent, c'est un peu je trouve que c'est l'assise qui leur manque, quoi, et qui permet à Murray derrière éventuellement de s'éclater et de faire des choses en plus à surveiller. Enfin, je sais pas, est-ce que t'es inquiet pour leur suite de saison ou Non, je suis pas particulièrement inquiet. Parce que je pense qu'il est à 2-2, t'as encore largement le temps et l'opportunité de te remettre dans le bon chemin. Ils peuvent trouver des solutions, elles sont en interne, je pense. Donc je suis pas encore inquiet, c'est à surveiller, quoi. Après, le truc, c'est que ça peut être une saison de progression plus que de confirmation, qu'on avait peut-être annoncé trop vite, quoi. Ça peut peut-être aussi ça. Buccaneers 38, Chargers 31, un beau match entre un rookie et Tom Brady. Alors, on pourrait la faire chaque semaine, mais je la donne là parce que c'est marrant. Justin Herbert avait 2 ans quand Tom Brady a été drafté. Tampa a été mené de 17 points, ils sont bien revenus, la défense a tenu en fin de match. C'est hyper dur quand même pour Herbert, je trouve, de terminer sur une interception alors qu'il fait un super match, quoi. Ouais, c'est dur pour lui parce que mine de rien, ça fait 3 matchs maintenant. 3 matchs, 3 défaites. Ouais, 3 matchs où franchement, il est vraiment pas loin à chaque fois. Hein. Contre les Chiefs, il est pas loin. Contre les Panthers de la semaine dernière, il est pas loin. Là, son équipe mène quand même de 17 points. Tu dis, il va aller la chercher et puis ça se finit comme ça. C'est un peu dur. C'est un rookie aussi, après ces petites erreurs-là, forcément, parce que par 2 fois, c'est quand même ces interceptions qui relancent aussi les adversaires, hein. Il n'y a pas de mystère. C'est un peu dur, en plus dans un match où il est globalement abandonné par son jeu au sol. Ah bah, il est le meilleur coureur de son équipe avec 14 yards. À la décharge d'Austin Eckler qui est sorti sur blessure, bien sûr. Mais la blessure leur fait très mal. Mais oui, je pense qu'elle leur fait très mal parce que Eckler est vraiment important, même dans le jeu de passe. Enfin, il aide vraiment cette équipe, donc... Bon, ça leur fait un peu mal, mais c'est dommage. Après, je trouve qu'il montre tellement de choses intéressantes quand même dans son jeu depuis 3 matchs que les Chargers peuvent quand même se dire on a quelque chose, quoi. On peut dire que la perte d'Éclair a été un coup de tonnerre pour cette équipe. Oh. Bon, en tout cas, pas besoin de dire une nouvelle fois qu'il devrait rester titulaire, l'ami Justin Herbert. Ouais. On faut quand même dire, parce qu'il y a l'interception, mais... il bosse avec Keenan Allen, il y a une bonne connexion, mais dans ce match, Tyron Johnson, Donald Parham et Jalen Guyton sont quand même des mecs qui ont marqué des touchdowns et que vous connaissiez peut-être pas avant cette semaine. Donc je trouve souvent que la capacité d'un bon quarterback, c'est de faire briller à peu près n'importe qui et de travailler avec n'importe qui. Herbert déjà se débrouille avec des mecs qu'on connaît pas forcément ou qui sont pas des pointures, il n'y a pas une armada, quoi.
Donc c'est quand même à mettre à son crédit aussi. Après, encore une fois, on ne sait pas où on en est du côté d'Anthony Lynn avec Tyrod Taylor et cette défense acharnée de Tyrod Taylor. Donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà, Justin Herbert a des arguments et tu l'as dit, c'est cruel pour lui, quoi. 17 points d'avance, un super match. Il a une interception, mais il complète 20 passes sur 25 pour 290 yards et 3 touchdowns avant ça, quoi. Ouais, là pour le coup, il est aussi abandonné par sa défense qui se laisse marcher dessus en deuxième mi-temps et notamment à l'image, je trouve, du pass rush où Joey Bosa, quand il n'a pas l'aide sur la ligne de Melvin Ingram, notamment, c'est aussi un peu plus compliqué. Tu as moins de solutions en pass rush. Donc voilà, ils sont un peu déstabilisés là-dessus. La souffrance de Bosa souligne le bon match de Tristan Wirfs, hein, d'ailleurs, pour parler des Buccaneers. Belle pioche à la draft pour protéger Tom Brady. Un rookie, c'était risqué, mais il s'en sort très très bien. Et Brady qui monte en puissance aussi, 5 touchdowns à la passe, 10 receveurs touchés. Ça commence à prendre forme, cette attaque, tout doucement. Ils n'ont pas de pression, presque discrètement, mais ils montent en puissance. Ouais, c'est exactement ça. La relation avec Mike Evans se développe. Elle n'était pas forcément très présente les 2 premières semaines. Elle commence à se voir un peu plus. Il a trouvé son petit receveur de poche, Scotty Miller, style Edelman, Welker, tout ça. Donc non, ça, écoute, ça progresse clairement en attaque, en défense c'est costaud. Il a l'air plus frais qu'un Drew Brees, hein, quand même. Il a l'air clairement plus frais que Drew Brees, ne serait-ce on va dire dans la vélocité au niveau du lancer, indéniable. Moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il n'y a pas le côté implacable qu'il y avait avec les Patriots à une époque. C'est le côté implacable et méthodique, très rythmé. Là, c'est plus par à coup, il lance en profondeur, il y a des choses comme ça. Oui, donc c'est assez marrant, je trouve, de voir Brady dans un nouveau maillot, nouveau rôle. Après, il y a 111 yards au sol pour Ronald Jones aussi, hein, sur ce match, il faut le dire. Donc ça prend forme et ça ressemble à l'équipe la plus solide de la NFC Sud, non ? Oui, ça... oui. C'est pas mal, hein, après 4 semaines avec un nouveau quarterback. Ouais, non, mais t'as raison, effectivement. C'est plutôt pas mal. Raphaël, je te propose un petit interlude de Beethoven. Ah. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. C'est beau et j'ose à peine reprendre la parole, tellement c'est beau, tellement c'est doux. C'était donc la lettre à Alice de Beethoven, que tout le monde a essayé de jouer au piano, tu sais, avec 2 doigts. Ouais. Alors juste pour la petite anecdote, vous avez quand même échappé à un truc assez infernal, parce que j'hésitais entre 2 solutions pour déconner suite à ces histoires de libre de droit. J'hésitais à enregistrer des jingles à la voix. C'est-à-dire que je voulais faire un multipiste où je m'enregistrais en train de faire la guitare, ensuite je m'enregistrais en train de faire la batterie, ensuite je m'enregistrais en train de faire les voix, et je vous diffusais genre Song 2 de Blur, mais entièrement bruité à la bouche, quoi. Donc je te jure, j'ai hésité tout le week-end. Je me disais, si je mets le micro là, je me fais un clap et puis j'enregistre, je réécoute 3 fois de suite la chanson, j'enregistre 3 parties différentes et je vous fais derrière, je la mixe et je mets la voix TDA par dessus, quoi. Raiders 23, Bills 30, des touchdowns sur 5 de leurs 7 premiers drives, une défense qui a su réussir quelques actions pour creuser l'écart, et les Bills déroulent. Josh Allen est toujours aussi impressionnant. Il n'y a pas de trophée de joueur ayant le plus progressé en NFL, mais c'est pour lui, là, s'il y en avait un. Ouais, ça y ressemble fortement parce qu'il il a vraiment progressé dans tous les secteurs de jeu, toutes les parties du terrain au niveau des lancers, toutes les stats. Les Bills roulent comme tu l'as dit. En attaque, c'est vraiment bien ficelé. La défense est bien revenue, notamment avec le retour de ses linebackers, Milano, tout ça. Écoute, c'est solide en AFC, hein. C'est une bien belle équipe d'AFC. Le seul petit défaut, je trouve, c'est qu'ils ont un peu tendance à se laisser rattraper en fin de match. Je trouve que voilà, ils n'arrivent pas encore à avoir la victoire verrouillée de A à Z, 30-10 contre l'adversaire, et je me laisse pas remonter en fin de match. Et voilà, c'est le petit... Le petit bémol. Après, les choses vont tellement bien qu'ils ont quand même Josh Norman qui a forcé un fumble. On avait oublié l'existence de Josh Norman quasiment. C'est vrai que quand il a forcé le fumble, je vois l'image, je me suis dit, Norman, ah bah oui, tiens, c'est lui. Il est là. Il manque quoi aux Raiders ?
parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mine de rien. Ils sont quand même... alors, il y a évidemment beaucoup de moments où ils calent, mais il leur manque des receveurs. Je sais pas... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de blessés. Il y avait beaucoup de blessés, mais tu vois, ils commencent field goal, touchdown en première mi-temps. Field goal, il manque la finition, clairement, sur ce match. Field goal, punt, fumble, échec sur quatrième tentative, fumble, touchdown. Donc, ils calent clairement en deuxième mi-temps. Ça a haussé le ton en défense. Je commence à me demander, et pourtant je le défendais, s'il manque pas une étincelle au poste de quarterback au bout d'un moment. Moi, je pense à deux niveaux. Il manque l'étincelle au poste de quarterback. Moi, je le pense. Effectivement, c'est un quarterback correct, mais il lui manque le petit truc pour aller au-delà. Je pense une espèce de timidité, de peur, de retenue qui, à mon avis, est compliqué pour son équipe. Et le deuxième truc, moi, je pense malgré tout, c'est que c'est encore une défense très jeune. Et ça manque de... On parlait des Browns tout à l'heure, mais ça manque chez les Raiders de capacité à créer des turnovers. Vraiment, ça manque d'une défense qui trop lance dans le match parce qu'elle fait le turnover, parce que... donc voilà, c'est deux trucs un peu clés, donc bon, à voir. Oui, non, c'est vrai que ça pourrait être... c'est une des clés aussi là-dessus, mais j'étais en train de regarder juste les turnovers, justement, au niveau de ces équipes. Je ne le retrouve pas, évidemment. Voilà. Qui en a provoqué le plus, pour pas te dire une ânerie? Oui, ils sont avant-derniers, ils en ont 2. Ils en ont que 2. Il y a que les Texans qui ont fait pire. Les Texans ont provoqué 0 turnover depuis le début de l'année. C'est quand même la loose. Mais oui, non, je trouve qu'en effet, il y a l'étincelle au poste de quarterback et des playmakers défensifs. Ils n'ont pas encore leur... Alors oui, c'est con, ils en avaient un qui s'appelait Khalil Mack, mais ils n'ont pas encore leur leader défensif. Tu vois, les Ferrell, les mecs qu'ils ont pris trop haut, sont des bons joueurs de complément, mais c'est pas des mecs qui te changent le jeu comme un Garrett dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais, il leur manque sans doute encore ça. Un gros cornerback qui fait la diff. Bon. Damon Arnett était absent sur ce match, c'est vrai. si je dis pas de bêtises. Bears 11, Colts 19, c'était pas franchement un match spectaculaire. Aucune équipe n'a atteint les 300 yards. Chicago était étouffé par la pression des Colts. Les Colts, c'est une des rares bonnes défenses de cette année, qui a des vraies bonnes stats. Je crois que leurs 3 derniers adversaires n'ont pas marqué plus de 11 points. Mais alors, est-ce que la défense des Colts est si forte? Je vais commencer par ça. Non, je pense le niveau est un peu... Enfin, les chiffres sont aidés par un calendrier un peu facile en ce début de saison. Tu veux dire que jouer Jaguars, Vikings, Jets, Bears, en termes d'attaque, c'est pas l'opposition la plus folle. Voilà. Même si pour le coup, contre les Vikings, ils avaient quand même bien muselé Thielen, Jefferson, ils s'étaient pas si mal débrouillés, mais... Non, je te rejoins, ils sont pas si forts que ça. Après, ils ont quand même des qualités sur plusieurs échelles de la défense, il y a des bons schémas. Pour le coup, leur défense, à mon avis, est quand même mérite d'être dans le top 10 des escouades de la ligue, tu vois. Oui, non, après, ils sont... là, il y a une interview de Frank Reich qui est sortie sur ESPN où justement il disait qu'il faut jamais penser qu'on a une réputation d'être agressif et surtout continuer à le rester. Enfin, ils sont dans le bon esprit, et dans cette saison où il n'y a pas grand monde qui défend, on peut pas leur retirer ce qu'ils ont fait quand même. Même si c'est face aux Vikings ou aux Jets ou aux Bears ou même aux Jaguars, il y a tellement de camions de yards et de points qui s'envolent en ce moment qu'on peut pas leur minimiser ça. Après, Chicago est quand même plutôt dans le cas dont on parlait. Il y a quand même plus ou moins un retour sur terre quand ils vont jouer des équipes plus solides, ou quand t'as 2 quarterbacks, t'as pas vraiment de quarterback. Nick Foles, c'est 26 sur 42, 249 yards, un touchdown, une interception, mais voilà, il était sous pression. Et alors la stat qui tue, parce que là il est à 249 yards, etc. Sauf que avant le dernier drive, où ils sauvent l'honneur, ils étaient à 179 yards et 3 points avant le dernier drive, et ils ont seulement 11 first down sur leurs 10 premières possessions. Oui, non, c'était très très compliqué en attaque. En plus des problèmes de Nick Foles, t'avais pas de jeu au sol, puisque de mémoire à la mi-temps, enfin, j'ai pas mal regardé le match pour le résumer, de mémoire à la mi-temps ils étaient à 16 ou 19 yards à la course. Voilà, c'est très très compliqué pour cette attaque des Bears. Je suis pas surpris dans le sens où, alors c'est vrai, Nick Foles, on sait jamais trop quoi en attendre, mais je m'attendais pas à une révolution en attaque du côté de Chicago, et va quand même falloir aussi que Nick Foles se bouge un peu, parce que pour le moment, objectivement, il propose pas non plus que Trubisky. Ah bah non, officiel, tu sais qu'il a pas gagné un match depuis 2018 en tant que titulaire. Ouais, bon bah voilà, c'est peut-être qu'il veut aussi, tu vois, il y a un moment, il faut peut-être se poser des questions, mais non, en tout cas,
très très compliqué pour Chicago. Donc heureusement, ils ont cette défense qui leur permet plus ou moins de rester dans les matchs. Mais C'est ça en plus qui est dur pour les Bears en général ou leurs supporters, c'est que la défense elle fait quand même plutôt le boulot et limite les Colts à 1/4 dans la red zone. Il y a beaucoup de field goal frappés par Indianapolis, ce qui est d'ailleurs pour moi le petit bémol de la soirée pour les Colts, c'est qui a amélioré, c'est leur efficacité dans la red zone. Ils sont derniers de la ligue dans ce Voilà. domaine-là, hein, donc clairement il y a du travail. Voilà, donc c'est plutôt le point de progrès. Après, encore une fois, sur les Bears, c'est pas une énorme surprise de voir qu'ils peinent en attaque et qu'ils sont solides en défense. Donc maintenant, il faudra qu'il y ait des hauts un peu plus hauts pour Nick Foles. Ils ont pris un petit matelas de 3-0 pour démarrer, donc ils sont pas en panique. Mais on l'a dit, ça va être plus compliqué dans les semaines à venir. Packers 30, Falcons 16. Je vais te dire, c'est une leçon du match un peu, superficielle, mais je te jure que moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est que Aaron Rodgers sourit. Physiquement, il sourit sur le bord du terrain. Et quand je regardais le match, je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Aaron Rodgers sourire franchement, se marrer sur le bord du terrain. Je crois à un moment même plaisanter avec son coach. Il a l'air vraiment de prendre son pied dans ce match. D'ailleurs, sa fiche, elle est monstrueuse. Il a 27 sur 33, 327 yards, 4 touchdowns, dont 3 pour un mec qui s'appelle Robert Tonyan, que vous ne connaissiez peut-être pas hier non plus. Il n'avait pas son receveur numéro 1, il n'avait pas son receveur numéro 2. C'est là que tu vois que le mec est un patron, quoi. Non, effectivement, comme tu dis. En tout cas, le système et l'entente avec Matt LaFleur, ça semble bien fonctionner en ce début de deuxième année de cohabitation, on va dire. Il arrive à retrouver un groupe de cibles un peu plus étoffé qui lui suffisent et à faire 100 aussi également. Il a un Aaron Jones toujours précieux, sa ligne offensive aide bien. Donc c'est vrai qu'en attaque, il a vraiment pas de raison de... Comme ça se déroule si bien qu'il a pas tellement de raison de faire la tête et clairement, peut-être qu'il a eu aussi un déclic, que toutes les critiques dans la presse, tout ça, il s'est dit, mais enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un déclic de sa part aussi à ce niveau-là. Donc non, une belle équipe des Packers, très très bon en attaque et globalement efficace en défense, donc c'est de bon augure avec un énorme Jaire Alexander, leur cornerback, qui a complètement éteint Calvin Ridley, donc de bon augure. Clairement, très très belle soirée pour Green Bay. Et du côté de l'Atlanta, on est dans les classiques quoi maintenant, c'est-à-dire que la défense souffre, l'attaque essaye de suivre, si elle est un peu limitée, ils suivent pas quoi. Voilà. Oui, mais objectivement, je vois pas grand-chose de plus à dire sur cette équipe d'Atlanta qui propose à peu près le même visage depuis 4 semaines, depuis un an et demi, 2 ans. Mais eux, leur coach va rester. Ouais. Ah bah maintenant que Bill O'Brien est parti, la pression est sur Adam Gaze et Dan Quinn, ça me paraît être les deux choix. Et Matt Patricia. Ah bah oui, Matt Patricia, tiens, Jean-Michel transition, Lions 29, Saints 35, je te jure, c'était le match qui était derrière en plus. Les Lions menaient 14-0 parce qu'ils mettent un point d'honneur à bien commencer les matchs, toujours. Ensuite, ils en ont pris 35 à la suite et c'était fini. Est-ce que quand même Matt Stafford baisse un peu de niveau ? Pour qu'on parle un peu d'autre chose pour une fois. Ouais, écoute, je te suis là-dessus. Depuis sa blessure de l'an dernier, en tout cas, c'est assez moyen, je trouve, avec pas mal de... Alors, une de ses grandes qualités, Matthew Stafford, pendant des années, c'était son jeu en profondeur, capable de lancer de toucher un peu toutes les zones du terrain et très bien lancer en profondeur. Là, il est en vraie difficulté sur ce secteur-là de jeu. J'ai vu passer un article de Pro Football Focus dessus, où il est dans les 5 derniers quarterbacks de la ligue sur les lancers en profondeur, en termes de rating, ce qui change la donne pour lui. Comme tu dis, je trouve qu'il baisse un peu de régime, il commence à rentrer dans ce genre de rang de quarterback un peu âgé, toute proportion gardée, mais bon. Je vérifie, il doit avoir mon âge. Ah non, il est plus jeune, il a 32 piges. Ouais, mais bon, t'es pas quarterback NFL, c'est différent. Non mais alors, si je peux me permettre d'être un peu vulgaire, personne lui en voudrait d'en avoir plein le cul quand même. Non mais tu vois, depuis tout ce temps... Oui, ouais. Non mais oui. Là, le mec, il regarde autour de lui, alors il y a Kenny Golladay, très bien, mais en gros, on lui dit, alors ton go-to guy, là, le numéro 1 à côté de toi, c'est Adrian Peterson, il est frais, c'est un coureur de 35 piges, 36 ans, je sais même plus, voilà, c'est notre projet. Pour reprendre d'autres mots. La défense, t'embête pas, on n'a toujours pas. Et globalement, c'est un peu d'ailleurs la Bill O'Brien, tout est pire qu'il y a 3 ans.
Hein. On t'a fait venir un nouveau coach. Les mecs en sont à regretter Jim Caldwell à Détroit quand même. Bah, au final, le pauvre Jim Caldwell, il a eu qu'une saison qui était même pas négative. Enfin, C'est ça. clairement. Du côté des Saints, Drew Brees a lancé 9 passes qui ont fait plus de 15 yards dans les airs, histoire de répondre à ceux qui disaient qu'il a plus de bras. Il a quand même majoritairement été aidé par Alvin Kamara, qui fait un très gros match, 83 yards au sol et 36 dans les airs, avec un touchdown. C'est marrant parce qu'il fait pas des grosses stats monstrueuses, à la McCaffrey ou quoi, mais il a une cote d'enfer, Kamara. Et alors, c'est pareil, j'ai peut-être dit une ânerie pendant le fauteuil. On me demandait où je le mettais dans les coureurs NFL. Je le mettais pas top 5, je sais pas, j'ai du mal à le considérer comme un numéro 1 pur et dur, mais c'est peut-être son style un peu moins orthodoxe. Ah ouais, tu le mets pas top 5 ? Bah, encore une fois, j'ai peut-être dit une bêtise. Moi, je l'ai top 5. Hein. J'ai tendance à trouver qu'il a besoin d'un relayeur. Tu vois, là, il y a Latavius Murray qui a 64 yards et 2 touchdowns. Ouais, mais en même temps, il a tellement d'impact dans le jeu de passe que... C'est vrai. Je te dis, c'est peut-être son style un peu moins orthodoxe que d'autres coureurs qui m'induit en erreur et qui fait que... Ouais, moi j'aime bien quand même. Ouais. Non, mais il casse quand même des plaquages et il est quand même... Je crois qu'il est deuxième de la ligue dans ce Oui, non, mais encore une fois, mais peut-être mea culpa là-dessus aussi. Rams 17, Giants 9. Les Giants sont tenus en défense. Il faut le dire, les Rams étaient clairement dans un soir sans, mais il faut quand même limiter les Rams à 38% sur troisième tentative. Je crois qu'ils étaient autour de 60% avant ce match. Ils ont réussi 7 plaquages pour perdre, les Giants, donc c'est toujours bon à prendre. Et il fallait qu'il y ait un truc bon à prendre dans ce match. Pour eux, c'était ça, ce sera pas l'attaque. Oui, non, mais c'est comme tu dis, il fallait qu'il y ait un truc bon à prendre. C'est assez, je trouve assez encourageant pour eux dans le sens où, à mon sens, il y a quand même pas de top player dans cette défense. Donc être capable d'être costaud avec un effectif assez limité, je trouve, en termes de talent, ça laisse penser que le coaching est bien à ce niveau-là, que les schémas sont bons. Donc il te suffit l'an prochain de trouver de quoi un peu renforcer à ce niveau-là. Donc c'est forcément positif. En plus, de mémoire, au niveau des stats défensives, ils sont dans le top 15 dans pas mal de stats. Hein. Yards accordés, en dehors du match contre les 49ers où ils explosent vraiment complètement, de mémoire, au niveau des stats, ils sont pas largués en défense. Bah attends, là, ils limitent les Rams à 240 yards quand même. Ouais, non, ils font du beau taf en défense. Et du coup, c'est là où c'est dommage que l'attaque n'arrive pas à décoller sous Daniel Jones, parce que... Après, le problème, il est là, c'est que y a toujours des erreurs, il y a toujours une ligne qui s'écroule, il y a toujours... Donc, est-ce que d'ailleurs, chez les Giants, on est dans une situation à la Sam Darnold aussi ? C'est-à-dire que Jones est pas ouf. Alors, il est moins bon que Darnold, pour moi, voilà. Mais ça s'écroule tellement autour de lui, de toute façon, ça s'écroule tellement vite, la ligne et tout, que c'est pareil, c'est dur de le juger, quoi, à terme. Ouais, oui, non, ça fait partie des raisons qui font que l'évaluation, elle est pas évidente, parce que, mine de rien... Comme tu dis, il n'est pas dans une situation facile. Tu as cette ligne offensive qui ne montre pas de progrès malgré quelques investissements dessus. Tu as Barkley pas là, tu n'as pas de receveur numéro 1. Et tu as quand même, il faut le rappeler, un nouveau coordinateur offensif qui est arrivé cette saison. Donc, entre son année rookie et sa deuxième année, il n'a pas le même coordinateur offensif. C'est pas... Je trouve que... et c'est pour ça que je comprendrais si à New York, le staff en interne ne veuille pas le jeter tout de suite, parce que les conditions sont quand même vraiment pas faciles pour qu'il puisse... Alors, il a des défauts. Cette manie de perdre des ballons est vraiment compliquée. Et ça, normalement, il doit travailler dessus et il doit vraiment progresser à ce niveau-là, zéro doute. Mais bon, je trouve qu'il a quand même quelques trucs à sa décharge. Voilà. Ils ont aucun touchdown marqué en attaque sur les 2 derniers matchs, par contre. C'est assez tragique. Ah oui, non, mais c'est une catastrophe, ça. Ouais. Les Rams s'en sortent avec un touchdown de Cooper Kupp dans le 4e quart. Franchement, c'est match sans histoire pour eux. C'est-à-dire que les grosses équipes... Non, mais tu vois, les grosses équipes, des fois, ont des soirs un peu sans. Ça diminue pas leur force qu'on a vu sur les premières semaines. Je sais pas, à moins que tu aies vu un truc inquiétant, mais pour moi, c'est match sans histoire, quoi. Non, rien m'a particulièrement choqué. Non. Alors on passe aux Dolphins, 23, Seahawks 31, 4 victoires, 0 défaites pour les Seahawks pour la première fois depuis 2013, année du titre. Seattle menait 31-15 dans le dernier quart, ils n'ont pas pris de touchdown avant les 2 dernières minutes. C'est un énorme progrès pour cette défense quasiment. Ouais, énorme progrès. Bon, après, n'en prendre que 23.
D'en prendre que 23. L'adversité me fait dire que bon, c'est pas non plus. Oui. Enfin, c'est une prestation qui devrait être jugée normale et pas forcément être vue comme un progrès, mais dans les faits, c'en est un. Donc tant mieux, hein, c'est à prendre. Un progrès en plus où t'as pas Jamal Adams, par exemple en défense, ça reste quand même bon à prendre. Hein, bon, voilà. Après. C'est pareil, c'est pas un match avec une grosse histoire pour Seattle. Non, t'apprends rien sur Seattle particulièrement. Wilson a fait le boulot en attaque, t'as encore des super passes, un DK Metcalf qui est toujours aussi fun à voir jouer. Du côté de Miami, j'ai été étonné que Brian Flores réponde pas totalement par l'affirmative quand on lui a demandé si Ryan Fitzpatrick était le titulaire pour le prochain match, que la franchise ce mardi se sente obligée de faire un tweet annonçant que Ryan Fitzpatrick sera le titulaire pour le prochain match. Est-ce qu'on n'a pas les frémissements du début d'un... Peut-être qu'il est bientôt quelque chose. passé le temps, le truc à Tua Tagovailoa, parce que je me demande à pourquoi il joue en fait à 1-3 là. Peut-être. Je sais pas quand est leur bye week à eux. C'est à vérifier. Bon, c'est fluide, hein, tu sais, les bye week maintenant. Oui, non, mais parce que bon, je serais pas étonné qu'au retour de la bye week, on voit quelqu'un d'autre sur le terrain pour. Elle est tard, leur semaine de repos. Ah non, attends, je te dis une bêtise. Je l'ai pas devant moi. Attends, elle est en semaine 11. Elle est en semaine 11. Ça fait un peu tard peut-être. Ça fait un peu tard. Non, après. En fait, alors à titre personnel, j'ai vraiment du mal à m'exprimer sur le cas Tua Tagovailoa parce que on a tellement eu peu d'infos sur son état physique, même s'il le déclare apte, hein, mais est-ce qu'ils sont pas un peu peur quand même de le lancer tout de suite, parce que c'est une chose de passer des examens médicaux, de sauter dans le bureau du docteur, c'en est une autre de courir pour sa vie face à des monstres de 120 kilos lancés à 30 km/h, tu vois. Mais tu sais que quand je regarde le calendrier, je me dis que Ryan Fitzpatrick est capable de se sauver jusqu'à la bye week, parce qu'ils ont pas un calendrier de ouf. Ils jouent San Francisco avec tous leurs blessés, Denver, les Chargers, les Rams, là bon évidemment c'est plus dur, les Cardinals, les Jets. Oui, effectivement. Tu vois, c'est pas un... Non. Ils peuvent en choper quelques-uns sur le lot. Oui. Et après la semaine de repos, c'est les Jets et Cincinnati. Ah bah voilà, pour se mettre en jambes, pour commencer une carrière. Là, pour le coup, ouais, ce serait pas mal. Après, bon, alors, c'est Jets, la fin de saison, c'est Jets, Cincinnati, Chiefs, Patriots, Raiders, Bills. Bon, ça se corse un peu sur la fin, mais tu montes en puissance. Bon, en tout cas, moi, je trouve que ça donnerait un peu de piment. Il est peut-être temps s'il est en état, quoi. Parce que là, je vois plus trop. On est sur une deuxième année de transition, mais elle ressemble énormément à celle de l'an dernier, et je vois pas trop... Je vois pas trop l'intérêt, en tout cas. J'ai du mal à saisir. 49ers 20, Eagles 25. Philadelphie a enfin gagné. C'était pas encore fou en attaque, mais ça va mieux en défense. 5 sacs, 7 plaquages et demi pour perdre, 2 interceptions. Donc, c'est déjà un progrès, c'est que leur défense aille mieux. C'est un des secteurs en plus où ils ont relativement des gens en bonne santé sur la ligne défensive. Oui, non. Effectivement, on est peut-être à un niveau défensif qu'on attendait un peu plus de la part des Eagles, j'ai envie de dire, en début de saison. Bon, après, ils affrontent une équipe en face, une attaque en face qui était un poil diminuée, on va dire. Oui, désossé. Il y avait que George Kittle qui fait, il fait le match tout seul, 15 réceptions, 183 yards, un touchdown, c'est-à-dire que c'était le plan de jeu. Ouais, non, mais bon, il manque Garoppolo. Hein. On voit quand même que Garoppolo apportait quelque chose à cette équipe, parce que malgré tout, ils avaient quand même retrouvé un peu Deebo Samuel sur ce match, un petit peu. Enfin voilà, c'est une bonne nouvelle pour les Eagles, qui encore une fois, dos au mur total et abandonné par tout le monde, se réveillent enfin. Bon. Voilà. Carson Wentz rend une fiche honnête en lançant à des receveurs de seconde zone. Après, alors moi je vais être un peu dur, mais d'entendre se plaindre des Eagles de ne pas avoir assez de receveurs, je trouve que tu récoltes aussi un peu ce que tu sèmes quand tu considères qu'en 2020, DeSean Jackson et Alshon Jeffrey sont des options solides. Tu vois, enfin, au bout d'un moment, il fallait blinder de receveurs. Tu as une classe de draft qui est censée être remplie de receveurs. Après, ces derniers temps, ils les ont mal draftés aussi, leurs receveurs. Hein, parce oui, que alors, Nelson Agholor, Didi Arcega-White de mémoire. Whiteside, ouais, tu vois... Non, mais je suis d'accord, mais tu vois, genre... T'as les Steelers qui te sortent des receveurs à l'appel, et t'en as d'autres qui mettent 10 ans pour en trouver un bon, quoi. Mais tu vois, je suis fasciné par... mais DeSean Jackson est blessé. Ouais, mais DeSean Jackson, tu vois, genre, c'est plus un receveur numéro 1 depuis un petit moment, quand même, a priori.
Donc oui, et comme tu dis, en plus, ils ont eu du mal à les sélectionner. Bon, 28 courses, 28 passes, ça allait dans le bon sens au niveau de l'équilibre. Après, tu l'as dit, pour les Niners, on a vu les limites de la vie sans Jimmy Garoppolo. Nick Mullens a été en galère totale. Ils ont fait rentrer CJ Beathard pour essayer de stopper l'hémorragie. Bon, c'était pas beaucoup mieux. Et leur jeu au sol a été relativement neutralisé par rapport à d'habitude. Donc c'est une fois que tu fais ça et qu'ils ont plus de quarterback... Ouais, c'est ce qui fait la différence clairement sur ce match. C'est la capacité des Eagles à bloquer le jeu de course, hein. C'est sûr des 49ers, parce que globalement les 49ers, malgré les blessures en défense, ils a quand même bien limité l'attaque des Eagles, hein. T'as quand même... Enfin, ils ont encore mis la misère à la ligne offensive des Eagles. T'as 10 quarterback hits, 3 sacs. Le taf était là en défense. Ouais, c'est le jeu au sol sur ce match qui fait la différence. Texans 23, Vikings 31, c'était le match de la mort, et c'est Minnesota qui s'en sort. 130 yards au sol pour Dalvin Cook, Adam Thielen et Justin Jefferson à plus de 100 yards. On n'a pas trop eu à tirer sur Kirk Cousins, et du coup, on revient dans la config gagnante du Minnesota de ces dernières années. Gros jeu au sol, bon receveur. C'est ça, un bon duo de receveurs, Dalvin Cook au niveau. Non, comme tu dis, c'est la configuration qui permet à ces Vikings-là de gagner. Bon, après, va falloir confirmer contre une défense un peu plus établie, on va dire. Mais... Ouais. Oui, parce que c'est un match dont ils sortent de peu. Oui, Will Fuller, à la fin du match, a le touchdown. Alors, pas de l'égalisation parce qu'il aurait fallu une conversion à 2 points. Mais il a le touchdown pour se rapprocher sur la dernière action. Il laisse littéralement échapper l'emploi de Bill O'Brien de ses mains. Et retombe donc avec le ballon non capté. Mais donc, ça passe quand même très très proche. C'était quand même très poussif. Bon, et après, les Texans, je pense qu'on a fait le tour quand on a parlé de Bill O'Brien. C'est très faible de partout en dehors du quarterback. Donc, malheureusement, là-dessus, on n'a pas appris grand-chose. Chiefs 26, Patriots 10. C'était le deuxième match du lundi soir, puisqu'il y a eu 2 matchs. Match sans Cam Newton, positif à la Covid-19, mais asymptomatique aux dernières nouvelles. D'ailleurs, je vous fais un petit avance sur la preview. S'il arrive à faire 2 tests négatifs à la suite, il pourrait jouer dimanche prochain. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, ça a été une galère pour les quarterbacks des Patriots. Brian Hoyer intercepté une fois, Jared Stidham 2 fois. Pourtant, ils ont tenu grâce à leur défense. Il faut quand même saluer, les Chiefs, c'était pas dans un grand jour. Non. Ils ont mis leur petit coup d'accélérateur qu'il fallait pour se détacher. Ils ont réussi l'interception qu'il fallait pour tuer le match. Mais c'est pas une grosse attaque des Chiefs. C'est presque dommage pour New England, quoi. Tu te dis, s'il y avait eu Newton, il y avait un coup à jouer. Ouais, il y avait un coup à jouer, parce que quand on voit comment les quarterbacks des remplaçants des Patriots sont passés à côté, ils ont vraiment tué les chances que leur offrait cette défense, avec encore une fois un backfield défensif assez costaud, un Chase Winovich qui s'affirme sur la ligne dans le front seven des Patriots, encore un choix sorti un peu de nulle part par Bill Belichick, mais qui finit enfin nulle part, pas pour lui, mais qui finit par performer. Donc c'est dommage, même le jeu au sol a bien fonctionné sur ce match pour les Patriots. La ligne offensive a encore fait du gros boulot. Je trouve que c'est un match presque positif pour les Patriots, se dire que à l'extérieur, sans leur quarterback titulaire, ils mettent un peu en difficulté quand même cette équipe des Chiefs. Alors bon, qui en a sans doute encore un peu sous le pied et qui doit pouvoir faire mieux à un autre moment de la saison, mais c'était quand même positif, je trouve, pour les Patriots. Oui, moi je vais rester là-dessus aussi. Il y a 185 yards au sol, donc ils sont restés un peu dans leur plan. C'est juste que là, il n'y avait pas le quarterback pour finir le boulot, et ils l'ont payé très clairement. Du côté des Chiefs, on l'a dit, l'attaque est pas dans un grand jour, mais après ils font pas des erreurs non plus monumentales. Il n'y a pas d'interception, il y a pas de, je crois pas qu'il y ait de ballon perdu du tout. Si, il y a un fumble perdu quand même par Sammy Watkins, mais bon, ça reste relativement propre avec le coup d'accélérateur qu'il faut, le coup défensif qu'il faut. Voilà, ils sont en contrôle, ils sont à 4-0, tout va bien. C'est la 4e année de suite d'ailleurs qui commence par un 4-0, les Chiefs. C'est un record, non ? Ouais, c'est de l'inédit. On passe au suivant, Washington 17, Ravens 31. Les Ravens ont commencé doucement. Il aura fallu un fumble arraché par la défense et une feinte de punt, par exemple, pour vraiment lancer la machine. Ensuite, il n'y a pas eu de suspense. Course de 50 yards de Lamar Jackson pour un touchdown, 2 touchdowns à la passe. C'était beaucoup trop juste. C'est pas une grande surprise. Non, c'est pas une grande surprise parce qu'ils font face à une des vraiment moins bonnes attaques de la ligue. Ou en dehors de Terry McLaurin, qui arrive encore à 10 réceptions, 118 yards, qui lui confirme qui est en train de sauver peut-être le début de carrière de Dwayne Haskins, mais ouais, c'est trop limité tout simplement. Washington en attaque, enfin,
Ouais, mais on le savait. Enfin, on avait pointé ses faiblesses en début de saison et il n'y a pas de progrès flagrant, quoi. Bah, la question, ça commence à être de savoir à quel moment le siège de Dwayne Haskins va être éjectable. Là, il commence par punt, fumble, punt, field goal manqué. Ouais, après. C'est Kyle Allen derrière. Hein, c'est ça, tu vois, il y a un moment, moi je veux bien. Je veux bien qu'on vire Dwayne Haskins, hein, mais est-ce que Kyle Allen c'est vraiment une solution plus intéressante que Dwayne Haskins? Parce que si l'objectif c'est de se dire on est à 1-2, on est à 1-2 dans la 1-3 dans la division, qu'on peut encore la remporter, très bien, pourquoi pas de se dire ça, mais sincèrement, de 1, j'y crois pas tellement, et de 2, bon, je sais pas, à titre personnel, je continuerai avec Haskins, mais. Oui, c'est pas une situation évidente. Hein. Ça va être vraiment à quel moment ils décident que. Je pense que le jour où ils mettent Haskins sur le banc, c'est vraiment surtout qu'ils auront décidé qu'il n'y a plus rien à en tirer et que voilà, parce que là, en effet, comme tu dis, le mettre sur le banc pour Allen. C'est pas en effet une solution incroyable. Après, il y a un moment dans la saison où ils vont mettre Alex Smith juste pour qu'il rafle le comeback de l'année. Il va jouer au moins un match. C'est obligé, c'est dans le contrat. Bengals 33, Jaguars 25. Les Bengals se sont souvenus qu'ils ont Joe Mixon dans leur effectif. Incroyable. Ils avaient complètement oublié. Et là, du coup, le mec, 25 courses, 151 yards, 2 touchdowns, 6 réceptions, 30 yards, 1 touchdown. Et forcément, ça facilite un peu la vie de Joe Burrow quand il n'a pas lancé 456 ballons par match derrière une ligne qui le laisse mourir. Et finalement, elle est plutôt sympa, cette attaque des Bengals, parce que Burrow, il trouve du monde, et quand Mixon est là, ça fait un truc plutôt pas mal. Ouais, Mixon c'est pas mal, t'as Taylor Boyd aussi qui est pas trop mal à la réception. Quelques jeunes en attaque, effectivement, ça commence un peu à prendre forme à ce niveau-là. Alors, va vite falloir renforcer la ligne offensive quand même, hein, parce qu'elle l'aide pas tout à fait Joe Burrow, on peut le dire. Mais non, c'est pas mal à ce niveau-là. Après, ils font face à une défense des Jaguars qui est quand même sous respirateur artificiel, quoi. Je veux dire, c'est. Ah bah là, pour le coup, c'est le match cauchemar. Ils prennent plus de 500 yards, 3 sur 10 sur les troisièmes tentatives pour eux en attaque. Ils sont vraiment retombés sur terre là après les 2 premières semaines où ils ont fait un peu illusion, mais ça fait mal. Ça fait mal. Un petit mot quand même. Au début de la carrière de Joe Burrow, on disait il aura Jay Green. Sauf que en fait Joe Burrow il touche 9 receveurs et il distribue bien et il a 25 sur 36, 300 yards, un touchdown, une interception encore, alors qu'AJ Green est plutôt transparent. Il a une réception pour 3 yards sur ce match. Cette année il a 14 réceptions en étant ciblé 33 fois, 119 yards en 4 matchs, pas de touchdown. Il a 32 ans. Ça commence peut-être à... Ça sent un peu la fin pour AJ Green, surtout que ces dernières saisons étaient un peu en... Il y a eu des blessures. Quelques blessures. Donc après, je trouve du coup c'est une bonne nouvelle pour Joe Burrow d'être capable de trouver des solutions autres. Bah c'est ça, c'est quasiment une bonne nouvelle en fait. Donc non, comme tu dis, hein, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je sais pas, je trouve quand même il se passe quelque chose. Tu disais, alors attention, on n'est qu'à 4 matchs, attention à l'enflammade totale. Hein, et puis c'est quelque chose de pas tangible, de pas forcément rationnel, mais je trouve que Joe Burrow dégage déjà quelque chose des meilleurs en fait. Enfin, je trouve qu'il dégage une certaine sérénité, une certaine envie où tu te dis s'il est mieux entouré avec la progression logique d'un quarterback, dans 2-3 ans, il a le potentiel d'un top 10 quoi. Bah, ce qui est cool, c'est que tu te dis si tu blindes la ligne là sur la prochaine intersaison, tu lui donnes déjà une chance quoi. Ouais, donc, et réussir à avoir du charisme dans ses maillots tigrou, déjà c'est balèze, tu vois, le mec a un truc, tu vois, moi je trouve que je suis comme toi, je pense qu'il dégage quand même quelque chose de très enthousiasmant pour la suite. On termine avec le Jets Broncos, le match du jeudi. 28 pour les Jets, 37 pour les Broncos. Bon, c'était pas un match incroyable, la misère de Sam Darnold sous pression constante, qui a pris 6 sacs, qui s'est fait démettre l'épaule, enfin il a pris la totale. Les Jets perdent alors qu'ils n'ont pas perdu un seul ballon et qu'ils ont réussi 3 interceptions quand même. Ouais, c'est délirant. Bah, ils perdent notamment à cause de leur indiscipline en défense et ces flags pour violence, je vais le traduire comme ça, violence illégale sur le quarterback. Mais bon, hein, une défense entraînée par Gregg Williams qui est surpris. C'est ça. Pas grand monde. Voilà, ils payent leur indiscipline, hein, tant pis pour eux. Non mais oui, je sais pas s'il y a encore des trucs à sauver chez ces Jets. Tu vois, quand tu perds... Enfin, il y a un moment, eux... Alors, on parlait de Bill O'Brien, mais vraiment, Gage, je comprends pas ce qu'il fait encore en place. C'est dingue, c'est vraiment dingue.
rien ne va, l'attitude n'est pas bonne, t'as ces problèmes d'indiscipline, c'est pas combatif, ils perdent contre des Broncos où il y a plus grand monde, enfin tu vois, il y a un moment... waouh. C'est vrai qu'on n'épilogue pas, alors en plus j'ai un peu débriefé celui-là dans le fauteuil, hein, mais on n'épilogue pas sur les Broncos. Tant mieux pour eux. Jerry Jeudy est un super receveur. Ils prennent, c'est une victoire, etc. Avec tous leurs blessés. Mais c'est pas Brett Rypien que tu vas développer. Donc a priori, de toute façon, c'était pas non plus un match à super enjeu pour Denver. Alors qu'à l'inverse, comme tu dis, chez les Jets, on regarde ce truc en se demandant pourquoi ça se passe encore comme ça, en fait, quoi. Mais oui, non, mais c'est l'accident de voiture de l'année, un peu, tu sais. Tu peux pas t'empêcher de regarder, mais en même temps, tu sais que c'est mal, quoi. Donc, non, mais... ouais, il y a pas de mots. Et ce qui est, il faut te rendre ta prédiction de l'an dernier. Quand ils avaient assemblé leur staff, je me rappelle que tu disais ça peut pas marcher rien qu'à cause du staff. C'est-à-dire Gaze, Greg Williams et c'était qui en attaque? J'ai un trou de mémoire, mais il y en avait un qui te plaisait bien aussi. Ouais. Mais et donc tu disais voilà avec ce staff-là. Et le pire c'est que c'est exactement tout ce qu'on attendait de pire, c'est-à-dire Adam Gaze qui tient pas l'effectif, qui bonifie pas son attaque, Greg Williams qui tient pas sa défense, tout ce qui pouvait arriver de pire arrive, et les proprios visiblement ils regardent quoi. Je dis c'est 11 pénalités les Jets. Ouais. 11 pénalités pour, attends j'ai la stat, pour 118 yards de perdu quoi, enfin... Ah ouais non mais... À côté de voilà. Ça, Rex Ryan, c'était le service militaire et le lié au carré hein, en termes de discipline. Non, c'est enfin bref. Tu vois, pour que Rex Ryan ait l'air d'un coach ultra sérieux à côté de toi, c'est que vraiment c'est descendu vite. Il y a vraiment eu un truc. Bon, en tout cas, encore une fois, on souhaite beaucoup de courage aux supporters des Jets qui nous écoutent. Ils savent qu'on les apprécie beaucoup et malheureusement, là, ils vivent des temps difficiles, ça doit pas être facile. Petit top flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer. Alors, en top, j'ai ce qui est très probablement le meilleur trio de receveurs de la ligue, et pourtant on en parlait peu d'eux, donc c'est le trio des Bills, Stephen Diggs, Cole Beasley et John Brown, qui d'ailleurs, John Brown est un très très bon numéro 2, souvent bien oublié. Donc voilà, je pense que Josh Allen a progressé, c'est certain, mais que pouvoir s'appuyer sur un trio... de receveurs de bon niveau comme ça, c'est forcément un plus pour lui. Enfin, par exemple, Beasley, là, sa réception sur le touchdown ce week-end, où il fait vraiment une réception en équilibriste malgré le choc, conserver le ballon. Il se fait couper en deux, ouais, je sais pas comment il fait. Il se fait couper en deux, il conserve la balle. Enfin, c'est quand même un très très beau niveau. Donc voilà, je trouve que c'est un très gros trio de receveurs. Pour moi, c'est clairement le meilleur de la ligue à l'heure actuelle, et c'est une très bonne nouvelle pour les Bills. Donc voilà, je voulais les mettre un peu à l'honneur parce que c'est pas souvent qu'on a mis des receveurs des Bills à l'honneur. Donc c'est vrai. C'est vrai, on a parcouru du chemin depuis quelques années. Écoute, moi j'en ai un qui est un peu particulier, c'est juste que ça fait tellement d'années que j'entends ouais mais la conférence NFC elle est tellement plus dense, elle est tellement plus forte et il y a tellement plus de trucs. Alors moi je veux bien, mais vous allez me dire cette année si vous préférez jouer les Chiefs, les Ravens, les Steelers, les Bills, les Browns, les Titans ou les Colts. Ou alors, enfin, ça c'est ceux qui seraient en playoff au moment où on se parle, d'accord ? Non, oui c'est ça, ceux qui seraient en playoff. Ouais. De l'autre côté, il y a les Packers et les Seahawks, très bien. Alors, faut voir la défense des Seahawks. Hein. Les Buccaneers, les Eagles, les Rams, les Bears et les Saints. Oui, c'est sûr je prends l'AFC tous les jours hein, sur les 7 là quand même. Et les Patriots sont aux portes des playoffs du côté de l'AFC, alors que les portes des playoffs c'est les Panthers hein, du côté de la NFC. Donc non mais tu vois, en fait, moi en fait il faut on va les taquiner un peu, mais moi je veux bien, tu vois, on me dit ouais c'est plus fort etc. Alors très bien, il y a des noms qui claquent. Il y a des Tom Brady, des Drew Brees, etc. Sauf qu'ils sont quand même dans un âge avancé. Il y a des noms qui claquent sur les équipes, Philadelphie, Dallas, New York, etc. Sauf qu'en vrai, ils sont quand même au mieux bancal, au pire très très penchés. Alors c'est sûr que ça fait moins rêver que le Tennessee ou Indianapolis, tu vois. C'est vrai. Les gens ils ont en moins, tu vois, bon Nashville si t'aimes la country tu vas à Nashville, mais ça fait moins, voilà, ça fait moins rêver que Philadelphie, tout ça. Mais en vrai. Ils sont quand même plus forts aujourd'hui. Hein. C'est des effectifs et des équipes. Tu vois, les Bills, c'est costaud. Les Chiefs, les Ravens, je t'en parle même pas. Les Steelers, il y a de la défense. Les Browns, aujourd'hui, ils piétinent au sol. Les Titans, ils piétinent au sol. Les Colts, ils défendent.
Moi, je sais même pas combien. Tu vois, si on faisait un classement type Power Ranking, l'AFC doit truster une bonne partie du top 10 au moment où on se parle. Ah oui. Ah bah, totalement d'accord, ouais. Voire pas loin de 8 places sur 10, je pense. Ouais. 8 ou 7. Ouais. En ce moment, la NFC, c'est un peu le royaume des stars vieillissantes et des défenses abominables. Donc, c'est quand même compliqué. Ton flop? Mon flop, alors j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure et ça m'embête de reparler des Jets, mais moi c'était, en fait c'est plus le personnage Greg Williams et le fait que encore une fois une de ses équipes est pénalisée 3 fois pour plaquage violent sur le quarterback adverse avec vraiment on vise vraiment la tête. Ils étaient déjà dans le top 3 des équipes les plus pénalisées l'année dernière en défense. Enfin voilà, je trouve que le personnage Greg Williams par rapport à tout ce qu'on sait de son passif, ça commence un peu à me gêner en fait. Dans une ligue qui se dit vouloir protéger à tout prix les joueurs, qui a renforcé les règles totalement pour les protéger, et en gros qui ferme un peu les yeux sur ça me gêne un peu. L'ironie ou le karma ou comme tu veux, en plus c'est assez terrible parce que il bourrine le quarterback adverse et c'est l'heure qui finit avec l'épaule en vrac et qui jouera peut-être pas cette semaine. Ouais. Malheureux, mais même s'il y est pour rien, le pauvre Sam Darnold. Moi, en flop, alors c'est pareil, c'est un peu général, mais j'avoue que je commence à être un peu usé par cette absence de défense. Genre, c'est un peu... c'est la 3e semaine de suite qu'une équipe remontait un retard d'au moins 16 points et gagnait. Ouais. C'est évidemment jamais arrivé, 3 semaines de suite. Je trouve ça un peu... alors, tant mieux pour le suspense, hein, ça fait des fins de match, ça vient, ça va dans tous les sens, pas etc. très facile à résumer quand tu as un article à faire. Ouais. C'est ça, c'est peut-être le journaliste qui parle quand tu commences ton papier et que tu prends quelques notes et tu dis je vais angler comme ça et tout, et puis que les mecs ils remontent complètement et qu'ils te niquent tout ce que tu avais écrit. Ouais. Bon, mais tu vois, même au-delà de ça, je sais pas, je trouve pas ça... J'aime bien des fois quand une équipe a pris le match en main et qu'elle le finit, quoi. Oui. Et là, t'as l'impression que c'est hyper dur, tu sais, t'as l'impression que les mecs essayent de tenir une savonnette et qu'ils arrivent à s'y accrocher pendant 40 minutes et à la fin ça s'en va, ils arrivent plus à l'attraper, ça part dans tous les sens. Et c'est un peu frustrant, je sais pas, cette semaine j'ai trouvé ça des fois un peu... je te prends l'exemple du Browns Cowboys. Tu vois, les Browns ont la main sur le match et tout, et tu te dis attends, les Cowboys vont encore s'en sortir comme contre Atlanta, tu vois, quand ils commencent à remonter, et tu te dis non, c'est improbable, quoi. Et donc bon, ça le fait pas, mais ouais, on l'a vu, les Lions, bon après c'est les Lions, mais Tampa remonte bien, c'est pareil, tant mieux pour eux, mais la défense des Chargers du coup lâche doit tuer le match. C'est ça, quoi. Donc c'est un peu, c'est un poil trop rodéo pour moi en ce moment, mais ça va revenir, on va s'y faire. On n'a pas les scores, on les a déjà donnés la semaine dernière, mais on est toujours sur des bases de records, de scoring, de tout. Enfin là, ça déroule. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 366 du podcast Touchdown Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Billy 17, Alexandre, Baptiste M21, Francis D, Steven, Chaz, Loïc et Nicolas. Et énorme merci à vous. On a battu donc notre record Tipeee le mois dernier et on est encore très bien parti là au mois d'octobre. Il y a des nouvelles contreparties. En fait, bon, je pense que ça dynamise aussi parce qu'on a vraiment trouvé des trucs cool. Ça s'est fait un peu par hasard cette année, mais on a trouvé des trucs cool. J'ai même plus beaucoup de stickers pour vous dire. Il m'en reste une petite dizaine. Il faut que j'en recommande. Tellement ça part vite. Mais on a reçu des magnettes. Donc si vous avez des frigos. A priori. Ouais, mais alors je te dis ça. Mon frigo à moi est encastré par exemple. Donc je peux pas mettre de magnettes dessus. J'ai une grande frustration. Ok. Voilà. Je dois les mettre sur la haute. Bon, après, je sais pas où est-ce qu'on met d'autres des magnettes sinon. Parce que je pense tout de suite frigo, mais où est-ce que tu mets d'autres les magnettes ? Ouais, j'avoue que... Ouais, tu vois, ça se met pas non plus à 1 milliard d'endroits. Hein. Bon. Si vous avez des frigos non encastrés, donc, les magnettes sont disponibles sur notre Tipeee. Il y a toujours les dessous de verre et les stickers. Les pins, on est en rupture de stock, donc on a remplacé par les magnettes. Voilà, on va faire un peu tournant. Je vais essayer de trouver... On m'a suggéré les porte-clés dans le fauteuil. Donc je vais essayer de trouver un truc qui fait des porte-clés et voir un peu si on peut faire des trucs sympas. Je teste des trucs et on fait des contreparties tournantes cette année. Les stylos, c'est pas très cher, sache-le. Oui, on a déjà regardé un peu et on a fait des devis pour des mugs aussi. Mais les mugs, c'est un poil plus, ouais. Ouais, c'est un budget quand même. Il faut. C'est une autre contrepartie Tipeee, sinon. Mais... C'est ça, va peut-être falloir monter, mais c'est un budget. Après, ouais, on pourrait faire des beaux mugs. J'hésitais, ou alors tu sais, lancer une sorte de pré-vente avec pré-réservation pour être sûr, et puis comme ça on les commande parce qu'il faut des quantités quand même en plus. Tu vois, c'est 50 ou 100 quoi les trucs, moi, les devis. Donc 50 mugs, ça commence à faire pas mal. Après, ceci étant dit, j'ai déjà dû écouler.
au moins une bonne cinquantaine de sous-verts, je crois déjà. Et les stickers aussi, ils partent à grande vitesse. Donc, bon, en tout cas, merci encore à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @Alain_Maté pour moi-même, @Raoul VDG, @Thilo Radiosat, Camille Sarben évidemment pour tous nos camarades de l'émission. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Très bonne semaine à toi, Raphaël. Bah de même. Je crois que c'est Greg et Raoul ce jeudi. Je crois aussi, ouais. À très bientôt à tous. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.